Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés avec les oreilles et le cœur grand ouverts pour ce nouvel épisode avec Catherine Tardella que vous avez découvert la semaine passée pour les relations toxiques. Alors Catherine est psychologue, psychothérapeute, elle a des spécialisations en traumatologie avec le MDR, ainsi qu'une spécialisation en analyse transactionnelle. Elle travaille en cabinet libéral à Lyon et elle a un super compte Instagram que je vous conseille d'aller suivre tout de suite. Elle a aussi un atelier en ligne pour comprendre et se débarrasser de son héritage familial et un prochain atelier qui va arriver fin janvier sur les relations toxiques. Elle a aussi coécrit un livre sur l'analyse transactionnelle et voilà, c'est une femme qui est riche humainement, professionnellement. Et c'est avec grand plaisir que l'on fait ce deuxième épisode qui aujourd'hui va plus se pencher sur est-ce qu'il est possible de changer une relation toxique, comment s'y prendre, ainsi que de répondre à vos questions. Je vous rappelle que le meilleur moyen de soutenir ce podcast, c'est de mettre une évaluation et un commentaire sur Apple Podcast et qu'en échange, vous voyez offrir soit 30% de rabais sur le programme d'auto-coaching ou bien une séance de pentanalogie. Si vous avez envie de bénéficier de ces cadeaux mais que vous n'avez pas Apple ou iTunes, je suis sûre que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui doit avoir un iPhone. Alors l'idée, c'est que vous prenez l'iPhone, vous ouvrez l'application Podcast, Apple Podcast, vous mettez un commentaire, capture d'écran, vous me l'envoyez. Et si ça fait partie des commentaires de la semaine, ensuite vous pouvez bénéficier de votre cadeau. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le commentaire des chèvres dans le Larzac qui écrit « Merci, persévérante, oui, j'ai testé des dizaines de podcasts de développement personnel avant de découvrir Only Up to You. Une voix qui m'apaise, des éclairages qui m'emmènent sur de nouvelles pistes de réflexion et j'espère d'action. Un décapsuleur spirituel qui ouvre des chakras verrouillés depuis des années, sans compter l'humour et la simplicité. Merci. » Bien, merci à toi. Et puis, j'attends ta capture d'écran et sans plus attendre, on part sur cette deuxième partie avec Catherine Tardella. Ok, alors maintenant dans cette deuxième partie, on va aller un petit peu explorer un petit peu plus cet aspect de relation toxique et dans l'expérience que tu as de qu'est-ce qui est possible, moins possible, et puis de clarifier certaines choses et de répondre aussi aux questions des auditeurs. La semaine passée, on a vraiment exploré un petit peu les différents mécanismes, on a défini personnalité toxique versus relation toxique, on a aussi mis en avant l'importance de se faire accompagner si on est face à une personne que l'on pense être toxique et aussi tout l'aspect de la déculpabilisation générale, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont juste la conséquence en fait d'une éducation, d'une histoire personnelle, du cerveau qui s'est calibré d'une certaine manière et que voilà, il faut prendre ça avec beaucoup de compassion, de patience aussi. Et j'ai beaucoup aimé la métaphore que tu as faite avec le fait d'aller enquêter en fait là-dessus, que toi tu es Sherlock et puis que ton patient c'est Watson et puis que c'est ensemble en fait que vous allez un petit peu découvrir, explorer, faire émerger aussi ce qui a besoin d'être compris. Et puis voilà, tu voulais rajouter là-dessus? Moi, j'adorerais qu'un jour quelqu'un invente la télépathie. Comme ça, je pourrais lire dans les pensées de mes patients et je saurais ce qu'ils pensent. Mais non, à ce jour, j'ai besoin de Dr Watson. J'ai besoin que les gens me disent ce qu'ils ressentent par rapport à ce qui se passe, comment ils analysent les choses de leur vie. Parce que sinon, effectivement, Sherlock ne peut pas faire grand-chose. Ouais, voilà, tellement important. Bon, avant, on a parlé aussi un petit peu de cet aspect quand un couple, par exemple, vient en consultation, vient faire un travail, qu'il peut y avoir cet aspect où la prise de conscience que la relation est toxique, qu'il y a un jeu qui s'est installé, qu'il y a des dynamiques qui se sont cristallisées. Et après, Quand ils arrivent en thérapie, ils disent pas ça. Ah, ils disent quoi alors? En général, ils viennent en thérapie et ils disent
c'est mon conjoint qui fait ceci, fait cela, il m'empêche de machin, c'est ma conjointe qui m'empêche de machin, tout ça. Et puis, c'est au fur et à mesure des premières séances, on commence à se dire, en fait, vous avez construit une relation toxique pour vous. Ouais. Oui. Il vous fait du mal. Mais l'idée, c'est quand même de commencer à sortir de ce schéma accusatoire de l'un avec l'autre. Oui. À nouveau, par rapport à ce qu'on disait la dernière fois, sauf si on considère qu'il y a un des deux qui a une personnalité toxique, auquel cas, là, il va falloir travailler probablement la séparation. Mais c'est rarement le cas, parce que les gens qui sont en personnalité toxique, ils ne viennent pas. Ouais. Parce qu'ils sont tellement persuadés d'être meilleurs que les autres, ils n'ont pas besoin de changer. Tu vois, donc, Tu sais, je vais faire une nuance. Parce que peut-être c'est là où moi, j'ai une autre population qui arrive. Moi, j'ai eu plusieurs fois des personnalités, alors hauts en trait narcissique, qui viennent faire du coaching. Parce que ça attire, c'est vrai, le coaching. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pu remarquer? C'est que quand on commence à aller un petit peu creuser dans l'ombre de la personne, parce que c'est ça aussi, hein, c'est un autre jargon, hein, mais en gros, c'est d'aller explorer ces différents mécanismes qu'on va parler d'ombre de la personne. Et ben là, la personne qui est haute en trait narcissique, elle décampe très rapidement. Donc, voilà, bref, petite nuance. Oui, c'est vrai qu'effectivement, le côté de la psychothérapie est connoté, je vais aller traiter mes problèmes, alors que le coaching, c'est pas connoté comme ça. Effectivement, toi, tu peux peut-être en avoir dans... c'est connoté devenir la meilleure version de soi, etc. Donc, quand tu sais déjà que le pervers narcissique, de toute façon, même s'il ne se l'avoue pas, il a quand même un petit peu une faible estime de lui. Donc, toute une partie de tous les efforts qu'il fait sont dans le but de créer encore cette image et puis de se sentir. C'est vrai qu'ils viennent souvent voir des coachs. Ouais. Et si tu es un coach qui ose aller dans l'ombre et qui n'est pas là juste pour caresser dans le sens du poil, puis dire oui, tu es magnifique, tu es parfait, tu es beau, quelle belle personne tu es, puis tu rentres un petit peu dans le ouais, là, on va l'explorer un petit peu ça. Là, la personne autour de très narcissique, elle décampe facilement, tout à fait. très facilement. Donc voilà, donc ils peuvent arriver, mais effectivement pour qu'ils aillent en thérapie, c'est que c'est pas. On n'a pas affaire à ça. Donc, on disait quoi par rapport au fait, justement, le couple donc, je disais que oui, la première étape du couple, c'était... Parce que je disais, ils ne viennent pas en disant on a une relation toxique. Ouais. Et puis, et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Dans la thérapie de couple? Ouais, pour toi. Effectivement, là, il peut y avoir des phases où, du coup, il y en a un des deux qui ne va pas accepter qu'il a une part de responsabilité. Et donc, peut-être, ça ne va pas continuer. C'est arrivé qu'un des deux conjoints voulait continuer, l'autre non. Et puis, si par contre, ils commencent à pouvoir comprendre que finalement, ils ont construit ça ensemble, c'est pas qu'ils sont toxiques, l'un ou l'autre est toxique, mais c'est la manière dont ils se sont mis à fonctionner ensemble qui va pas. Donc, nous, notre boulot après, c'est de comprendre ce fonctionnement-là. Et donc là aussi, les jeux psychologiques, ça peut être très aidant d'expliquer comment ça fonctionne, comment on met ça en place, quelle est la chronologie des jeux psychologiques, quels sont les rôles qu'on a pris là-dedans. Et puis, du coup, comme on disait la dernière fois, commencer par d'abord les repérer. Parce que si on change alors qu'on ne sait pas à quel moment on est en train d'agir cette relation toxique, on va aller trop vite et on va passer à côté. Donc, il y a vraiment toute une étape qui est, maintenant, on a compris comment ça fonctionne. J'aime bien donner ce petit exercice. Maintenant, d'ici la prochaine fois, vous allez noter des moments où vous estimez que vous êtes dans ce fonctionnement toxique. Ouais. Et ça va être intéressant parfois de voir qu'ils n'ont pas repéré les mêmes choses. Ouais. Du coup, ils deviennent quelque part... co-enquêteurs. Co-enquêteurs, exactement. Ouais. Et donc, j'aime bien souvent, quand je donne un exercice en thérapie de couple, de dire, vous n'en parlez pas ensemble. Oui. Dans le début, pas après, bien sûr. Le but, c'est qu'ils deviennent autonomes. Mais au début, pour qu'ils ne s'influencent pas l'un l'autre dans les réponses qu'ils donnent. Et quand on découvre les réponses qu'ils ont données ensemble, ils découvrent leur complémentarité aussi. Ah, ok, on peut ensemble voir comment on se met dedans, dans cette relation toxique. Ah oui, là, tu vois, on a fait ça. Là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je les encourage vraiment, quand ils parlent de l'autre, alors ils disent aussi quelque chose sur eux. Ouais. Non, mais c'est très important. Ça, c'est dans les cas où ça va bien. C'est ça. Tu as dit avant un truc qui était avant, donc la semaine passée, mais avant pour nous, que c'était aussi important de réaliser, de comprendre et d'accepter que peut-être vous avez conscience que vous êtes dans une relation toxique à été co-créée, mais que la marge de manœuvre est quand même limitée.
Oui, tout à fait. C'est pas parce qu'on a compris quelle est notre responsabilité ou qu'on a compris que c'est nos fonctionnements réciproques ensemble qui créent quelque chose de toxique que forcément on va pouvoir en sortir. Il peut y avoir des années de ce fonctionnement qui ont créé des blessures et des traumatismes qui sont plus réparables. Il peut y avoir des blocages qui font que, en fait, même si on a compris comment on met en place, il y a quelque chose en nous qui fait que on ne peut pas changer ce fonctionnement-là. Donc, ça m'arrive régulièrement, encore la semaine dernière en thérapie, où j'ai dit à un couple, là, à mon sens, on est face à des blocages, ça fait plusieurs séances qu'on travaille ensemble sur quelque chose, il n'y a rien qui bouge, même si je vois bien que vous avez compris. Je pense que là, c'est important que chacun de votre côté, vous alliez travailler aussi sur votre propre fonctionnement, et ensuite, ou en parallèle, mais ensuite, nous, on peut travailler, mais là, il y a quelque chose qui bloque, c'est-à-dire que vous avez compris comment ça fonctionne, mais ça ne bouge pas. Mais vous êtes en lockdown de... Ouais, parce qu'il y a des blessures personnelles. Donc, du coup, par exemple, j'ai besoin que l'autre reconnaisse ci ou ça pour moi et je ne peux pas diminuer cette attente que ce soit l'autre qui règle ça pour moi parce que j'ai des traumatismes personnels dans mon histoire qui font qu'il faut absolument que ce soit l'autre qui me donne ces signes de reconnaissance-là. Ouais. À ce moment-là, on n'est plus dans une possibilité de choix, on n'a plus d'option, on n'a plus qu'une seule option, et ça s'appelle subir. Quand on n'a qu'une option, c'est plus un choix. Et quand on n'arrive plus à remettre du choix, c'est qu'il souvent il y a quelque chose qui bloque. Et donc là, ça m'arrive d'inviter les gens à aller voir un thérapeute personnellement pendant quelques temps. Et parfois, ils reviennent après, et parfois, sinon, on fait en parallèle. Parce que pendant ce temps-là, on peut aussi mettre un petit peu de côté le gros problème qu'ils ont. Puis on va aller derrière ce gros problème, voir les autres choses, capitaliser sur ce qui fonctionne bien pour essayer de faire un effet boule de neige sur le reste. C'est ça. C'est que des fois, il faut aussi, ce que j'aime bien avec ce que tu es en train de dire, c'est que des fois, il faut aussi renforcer ce qui va bien pour pouvoir transitionner. Il y a des fois trop d'attention à un moment donné qui est mise sur ce qui ne va pas. Et donc, c'est comme si on a une déperdition d'énergie vitale, d'énergie mentale, et puis il y a focus que sur ce qui ne va pas. Puis du coup, de pouvoir les transitionner après sur autre chose, il faut renforcer en fait qu'est-ce qui a fait que le couple aussi à un moment donné vous vous êtes mis en couple quoi. C'est quelque chose que moi je vais plus aussi aller travailler après les fois où j'ai eu des couples, c'est ok, il y a ça qui va pas, mais bon là ça bouge pas, où vous devez aller faire ce travail, ce cheminement personnel et individuel, mais renforçons aussi qu'est-ce qu'il y a. C'est important de s'en rappeler, de le revaloriser. Je suis une très grande fan de la phrase qui dit où ton attention va, l'énergie va, et c'est là où ta réalité se crée. Donc c'est aussi important de renforcer. Et du coup, est-ce qu'il t'est arrivé aussi de dire à un moment donné, maintenant c'est la séparation, en fait, c'est peut-être la seule option que vous avez qui s'offre à vous, malgré le fait que vous avez pris conscience des schémas, malgré le fait que vous avez compris que vous avez co-créé une relation toxique, qu'en fait, là, au jour d'aujourd'hui, vos options sont du coup très, très limitées? Alors, moi, je ne dis jamais telle chose est votre seule option. Parce que justement, dans mon travail, et ça, c'est le concept de méconnaissance en analyse transactionnelle, on a tout un tableau pour voir à quel niveau on méconnaît, c'est-à-dire on met de côté ou on fait du déni sur certaines choses. Et quand on est à un stade avancé du tableau de méconnaissance, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de méconnaissance, on a de plus en plus de prise de conscience, vers la fin, l'idée, c'est je peux observer que j'ai des options, différentes options, différents choix. Et ensuite, la dernière étape, c'est et en plus, je me sens capable de les mettre en œuvre. Donc moi, je ne dis jamais à quelqu'un, c'est voilà votre seule option, parce que sinon, je vais fermer des portes. Et on est dans quelque chose où je vais subir. Par contre, ça m'arrive de dire, peut-être que vous n'avez pas conscience qu'une de vos options, c'est la séparation. Parce que peut-être, c'est trop douloureux ce qui se passe pour vous. Nous, on a avancé un petit peu, mais il y a des choses qui sont bloquées. Et peut-être que ça ne va pas être possible. Moi, avec ce que je vois, peut-être ça ne va pas être possible. Donc, finalement, au lieu de dire c'est votre seule option, je vais dire je rajoute une option qui serait que peut-être c'est possible de se séparer. Et ça arrive régulièrement que, en fait, les gens sont venus en thérapie de couple avec cette idée qu'ils n'allaient surtout pas se séparer. Alors qu'en fait, c'est ce qu'il y a en fond chez eux.
Peut-être ils veulent me demander ma validation pour qu'ils aient le droit de le faire. D'accord. Donc, je fais venir à la conscience aussi, en le disant comme ça, que faut pas oublier que c'est aussi une option. On a le droit de se séparer. On n'est jamais obligé de complètement subir ce qui se passe chez l'autre. Alors, c'est peut-être qu'une histoire de formulation, hein, parce que peut-être que voilà, en thérapie, l'idée, c'est de toujours laisser beaucoup d'options. Donc, je rajoute cette option-là et régulièrement, je vais dire à des patients, même en séance individuelle, hein, là, vous me parlez de votre couple depuis plusieurs séances et j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de pédaler pour éviter une seule option qui serait la séparation. Ouais. C'est vraiment important qu'on la remette au cœur du sujet parce que tant que cette solution-là, elle vous fait trop peur, votre cerveau, il va y penser tout le temps. Oui. Ah ouais. Et donc, on va travailler, par exemple, en EMDR sur ce qu'on appelle un scénario du futur. J'imagine, voilà, je suis dans 3 ans et je me suis séparée. Comment est ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je panique? Voilà. Et une fois que ce scénario-là, il est apaisé, alors, du coup, toutes les options, on peut les regarder de manière équivalente. Alors que sinon, on était vraiment tellement peur de celle-là qu'elle prend toute la place. Et puis, tu es en résistance. Hein, c'est la fameuse phrase, ce que je dis, ce que tu fuis te suit, ce que tu résistes persiste, mais ce à quoi tu fais face s'efface. Et donc, l'importance de... elle est sur mon site. Hein, non. Mais l'importance, et après, je fais tout ce que tu as visualisé peut se réaliser, mais l'importance d'un moment donné, oser, explorer cela. C'est très libérateur, en fait. C'est libérateur, surtout que c'est très, très fréquent que dans nos histoires, on a des traumatismes liés à des séparations, soit liés à des décès, soit liés à nos premières séparations quand on était adolescent, soit liés aux séparations de nos parents s'ils se sont séparés ou des choses comme ça. Et ça, alors je vais le dire un peu de manière grossière, mais l'idée est un peu là, c'est que dans le cerveau, c'est rangé dans le même tiroir. Oui. Tout ça, c'est des séparations. Et donc, votre cerveau, du moment où il y a une séparation après dans votre vie, c'est ce tiroir-là qui va ouvrir pour pouvoir activer ce qu'il connaît déjà. Donc, c'est très de familiarité, à nouveau. Qu'est-ce qui est familier, tac, je vais directement le chercher. Et puis, en fonction de si ça s'est bien passé ou non pour moi, très, très inconsciemment, je vais commencer à tout mobiliser, plein de stratégies pour éviter cela. Tout à fait. Ça, c'est dans l'hippocampe. On a fait une vidéo YouTube où on parlait d'hippocampe et puis on a mis un hippocampe qui chante. Voilà, c'est la banque de données de nos expériences, c'est dans l'hippocampe. Et donc, quand on a une situation nouvelle, on va chercher dans cette banque de données. Et puis, si là-dedans, il y a des traumatismes parce que quand j'ai perdu mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, ou mon premier petit copain, ou quand mes parents se sont séparés, en fait, pour moi, ça a été affreux, ça a été terrible. La séparation, c'est affreux à envisager après. Hein. Ouais, c'est ce que j'appelle aussi papy et mamie. Hein, dans oui, je me souviens, j'ai écouté ça. Voilà, ils sont pas très subtils, les pauvres, mais ils sont très puissants. Ils sont très, très puissants. Ils sont pas subtils, mais purée, il faut y aller. Bon, on en arrive à notre deuxième partie qui sont les fameuses questions des auditeurs d'ailleurs. Merci à ceux qui ont participé. J'ai sélectionné les questions qui sont revenues de manière régulière. Donc, vous avez été plus d'une vingtaine à répondre. Donc, j'ai sélectionné tout ça. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, si vous ne nous suivez pas encore sur les réseaux sociaux, venez parce que c'est là aussi où on interagit avec vous. Vous pouvez poser des questions, puis ça nous donne aussi de la matière en fait à communiquer. Catherine et moi, on est sur le même cheval de bataille qui est celui de vulgariser, rendre accessible, dédramatiser tout ce qui est le travail sur soi, le développement personnel. Et puis moi, je crois que je vais commencer aussi à parler de croissance personnelle parce qu'il y a quelque chose de très beau dans ce terme, je trouve, de parler de sa croissance personnelle. Et donc, venez nous dire bonjour, coucou. Bon, on arrive sur nos questions. Alors, là, on est une auditrice qui écrit « Mon amie est dans une relation toxique. Je ne la reconnais pas depuis qu'elle est avec et je ne sais pas comment lui en parler. Qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, déjà, ce que je dis souvent, c'est d'avoir cette option, parce qu'on parlait des options, que peut-être l'ami ne va pas entendre, il ne va pas comprendre. Ouais. Et que là, à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à faire, vous ne pouvez pas. Ça va être du coup une gestion de comment je fais avec mon propre sentiment d'impuissance. L'impuissance, c'est un sentiment qui est terrible à gérer pour le cerveau. Donc, quand on sent ça, parfois, on s'active et on oublie que, en fait, je ne peux pas forcer mon ami à changer.
Donc, c'est important, avant de lui parler, d'avoir ça en tête. Peut-être que ce que je vais dire, elle va pas l'entendre, elle va pas le comprendre. Et je vais, moi, être là, assister de manière impuissante à une descente aux enfers. Et c'est terrible à vivre. Mais par contre, à part proposer son aide régulièrement, redire ce qu'on a déjà dit, on ne pourra pas faire beaucoup plus. Alors après, ce qu'on peut dire, c'est ça. C'est exactement ce que l'auditrice ou l'auditeur décrit. C'est je ne te reconnais plus depuis quelques temps. Et puis, citer des faits. Vraiment être très factuel. Parce que si on est sur des choses plus émotionnelles, alors ça va être sujet à interprétation et la personne plus facilement dire non, c'est pas vrai. Et dire, tu vois, quand tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, moi j'ai l'impression que c'est douloureux pour toi, ou je t'ai vu, ça fait plusieurs fois que tu m'appelles en me disant que tu es angoissée, ou tu as peur de ton conjoint, de ta conjointe. Voilà, décrire de manière factuelle ce qu'on voit. C'est la fameuse aussi règle de 3. J'avais fait un épisode là-dessus. C'est sur cet aspect de remarquer 3 faits différents. Et quand on a une conversation difficile, de les apporter de manière factuelle, de dire, tiens, il y a eu ça, cette fois-ci, il y a eu ça. Et après, il y a eu ça, et après, il y a eu ça. Et moi, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, elle est vitale, la règle 3 pour ça. Super, cette règle de 3, je trouve. Ouais. Et je pense que c'est important de dire à ce moment-là, surtout quand on est proche des gens, je m'inquiète pour toi. C'est-à-dire que de pas être, à nouveau, on était dans le premier podcast, on parlait de justement pas être dans la culpabilisation. Donc l'idée, c'est surtout pas de dire, mais tu te rends pas compte ce qui se passe. Parce que ça pourrait laisser penser à la personne qu'elle est idiote de se laisser. D'être dans la critique, dans le jugement. Exercice très très difficile, très très difficile. Et quand on dit je m'inquiète pour toi, alors on n'est pas accusateur. On dit moi quand je vois ça, en fait ça me crée de l'inquiétude. On reste sur soi, donc on n'est pas en train d'accuser l'autre. Au contraire, on est en train de lui montrer que ce qu'il ou elle vit, ça nous touche. C'est différent, comme tu disais, voilà, de dire mais tu te rends pas compte, t'es là-dedans, mais il faut pas accepter ça parce que réveille-toi. Pardon. Réveille-toi, il faut que c'est ça. En même temps, quelle bonne idée, j'y avais pas pensé. Je veux dire, le cerveau fait toujours du mieux qu'il peut dans la situation dans laquelle il est. Donc, si la personne ne voit pas, c'est qu'à ce stade, elle ne peut pas. Donc, lui dire réveille-toi, c'est pour ça, des fois, j'aime bien être un peu provocatrice avec de l'humour, comme tu sembles le faire aussi. Ah oui, me réveiller, mais c'est vrai, mais c'est une super idée, j'avais pas pensé à ça, en fait. Bien sûr que non, la personne, si on lui dit ça, elle se reconnaît pas, parce qu'elle a l'impression qu'elle est lucide, elle a l'impression qu'elle voit tout ce qu'il y a à voir. Donc, c'est vraiment important de pas être dans l'accusation et dire, voilà, moi, quand je vois ça, ça m'inquiète parce que je te vois être déprimée ou angoissée ou peut-être parfois devenir violent ou violente. Parfois, la perversion fait que nous-mêmes, on va chercher nos pulsions agressives et parfois, on ne se reconnaît pas, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Puis aussi, c'est un exercice au niveau de l'amitié où on rentre dans ce qu'il y a de plus pur de l'amitié. C'est comment être présente pour l'autre, dans la compassion et l'acceptation aussi que peut-être il ou elle ne va pas entendre parce que c'est juste pas le moment. Et comment est-ce que je gère ça? Je me rappelle, avant que je devienne psy, etc. J'étais déjà en études de psy. J'étais une de mes très, 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 très proches amies. D'ailleurs, on était dans une relation toxique aussi, mais elle était en plein dans une relation elle-même toxique avec une personnalité toxique. Elle était en train de faire sa jolie descente aux enfers. Terrible ça d'assister à ça. Et tu assistes à ça, tu te sens impuissant. On a beau essayer de réveiller, de dire les choses, elle n'entend pas. Et c'est comment est-ce que je gère d'être présente, d'être là, tout en gérant aussi ma voix critique intérieure de jugement, parce que bien sûr, on se compare à comment nous on le ferait si on était dans la même. Voilà, c'est normal, c'est naturel, c'est humain. Et de quand même être là tant qu'on a les ressources, soi-même de le faire. Parce qu'il n'y a rien de pire de tout d'un coup être prise dans le fléau de quelqu'un d'autre et d'être en déperdition d'énergie, puis à un moment donné, c'est un effet boule de neige. Là, ça veut dire qu'on prend un rôle de sauveur et nous-mêmes, on est en train de rentrer dans un jeu psychologique et potentiellement une relation toxique aussi quand on fait ça. Exactement. Alors après, dans des cas dramatiques qui ne sont pas si fréquents et malheureusement qui y arrivent, la frontière entre, là j'ai quelqu'un qui est face à moi qui est vraiment en danger, est-ce que j'ai une obligation de faire quelque chose ou est-ce que je peux rien faire et je dois l'accepter? Parfois, c'est pas si difficile, c'est pas si facile que ça
Non. Donc, ça m'est arrivé d'avoir des patients qui, du coup, sont allés chercher l'ami en question et dit maintenant, je te laisse pas le choix, tu viens chez moi parce que là, je t'ai vu avec des yeux au beurre noir et des coups, etc. Et c'est pas possible. Chaque situation va être différente, la frontière est pas si simple. Parfois, on propose une aide, en fait, on n'est pas en capacité de l'apporter vraiment. C'est très complexe, par rapport Ouais. à ça. Et si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, n'hésitez pas à aller justement en parler et avoir du soutien. Parce Ouais. qu'il y a quelque chose de Pas très rester seul. libérateur de pouvoir aller en parler, de le décharger face à quelqu'un qui sait, enfin, qui comprend la complexité de la situation à laquelle vous faites face. Qui vous croient aussi, parce que parfois, dans les relations toxiques, il y a ça, c'est que les victimes alors là, pour le coup, on ne parle pas des relations toxiques comme on parlait la dernière fois, mais on parle des personnalités toxiques. Régulièrement, les victimes ont l'impression qu'on ne va pas les croire. Et parfois même, c'est le cas. Ouais, parce que justement, puis c'est pour rebondir sur quelque chose qu'on a dit dans la première partie, une personne qui a une personnalité toxique, tu disais qu'elle est toxique pour tout le monde, mais en fait, elle va être toxique pour les personnes avec qui elle est intime. Et généralement, elles ne sont pas intimes avec tant de personnes que ça. Par contre, elles ont une espèce de harem. Il y a beaucoup de gens avec qui elles sont en interaction. Les gens sont pris dans le, on va dire, dans la charade, dans le filet. Ils disent, ah oui, voilà, on n'y pense même pas. Et les personnes pour qui il y a une relation intime, et elles vivent autre chose et ça fait partie aussi de tous les mécanismes de décrédibiliser. Donc voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à aller en parler à quelqu'un qui sait et qui est neutre. Et voilà. Ok, deuxième question. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, j'ai fait énormément de travail sur moi, mais je continue d'enchaîner les relations toxiques. Est-ce que ça peut s'arrêter un jour ou bien suis-je vouée à cela ? Non, bien sûr que ça peut s'arrêter un jour. Alors, j'ai pas beaucoup d'éléments là, juste avec la question, donc je sais pas quel travail a fait cette personne. Mais si c'est quelque chose qui se répète, ça pour le coup, et puis de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne le maîtrise pas, en fait, c'est ça la définition des jeux psychologiques, c'est inconscient, c'est répétitif, et ça se termine toujours pareil. Donc ça, le jeu psychologique, bien sûr, c'est les choses qu'on sait décrypter. Alors en analyse transactionnelle, c'est un concept d'analyse transactionnelle, mais en fait, dans tout type de thérapie, on a des concepts pour parler de ça. Donc, ça peut valoir le coup de faire un travail spécifique là-dessus. Peut-être que cette personne, elle a fait beaucoup de travail sur d'autres choses, mais que ça, aujourd'hui, il reste quelque chose, des scories là-dessus. Alors, si c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travail, c'est pas forcément un travail qui prend énormément de temps. Peut-être que il va suffire de montrer comment, dans ses relations, les fonctionnements qu'elle a déjà étudiés, ils se sont mis en place. Et puis après, la personne va pouvoir faire toute seule. Ça peut valoir le coup de faire un travail là-dessus, mais quand c'est répétitif, vraiment, et inconscient, c'est vraiment la définition des jeux psychologiques. Donc oui, bien sûr, on peut en sortir. Mais là, à ce moment-là, il faut peut-être aller faire un travail, je mets entre guillemets, plus sérieux justement, comme on pourrait faire avec toi, d'aller spécifiquement travailler sur ces transactions-là, ces dynamismes-là. On peut faire beaucoup de travail sur plein d'autres choses. Et après, il y a l'outil spécifique pour tout ce qui gère les relations. C'est ça, moi, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'analyse transactionnelle, c'est que c'est un mode de thérapie relationnelle. On se base vraiment sur la manière dont on se met en relation avec les autres. Et je trouve que ça donne une dimension un peu différente que simplement, je le dis pas de manière péjorative, puisque le MDR, c'est ce que je vais décrire, mais c'est complémentaire, je veux dire, l'analyse transactionnelle. Mais quand on se dit quelles sont mes pensées, mes émotions, mes besoins, etc., c'est essentiel, c'est important de faire ce travail-là. Mais parfois, dans certaines problématiques qu'on rencontre, c'est pas que cette dimension de moi à moi-même. Ouais. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir aussi travailler avec une dimension relationnelle. Alors, moi, j'utilise la T, mais l'analyse transactionnelle, c'est pas la seule. Mais justement, ça permet de voir comment, moi, dans mes relations, ces choses que j'ai comprises sur moi, je les mets en œuvre avec les autres. Et c'est une autre dimension. Et d'ailleurs, c'est une autre dimension à tel point que dans la construction du cerveau, si je reviens là-dessus, on en a parlé dans le dernier podcast, mais on construit d'abord des choses de notre fonctionnement interne, et c'est après, autour de 10-12 ans, et puis vers l'adolescence, on va sortir du modèle familial pour aller éprouver ces conditions qu'on a construites avant. Et donc, la modalité relationnelle nécessite qu'on ait d'abord des choses
vis-à-vis de soi, à soi-même, la question de son identité, de sa place, de qui je suis, de comment je suis et tout ça. Et après, avec tout ça, on va dans le modalité relationnel. Et donc, parfois, effectivement, les choses qu'on a à travailler sont sur des choses qui se sont passées après. On parle souvent de la petite enfance, etc. Et notamment en EMDR, on va chercher beaucoup de traumatismes avant 10 ans. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les différentes étapes de fonctionnement du cerveau et du coup, comment on travaille en fonction de l'âge où on a eu nos traumatismes sur YouTube. Mais il n'y a pas que ça. En fait, on peut avoir des traumatismes qui sont après, justement, dans l'apprentissage de l'utilisation des relations. Et du coup, c'est intéressant d'avoir aussi une approche relationnelle. Donc, voilà, bien sûr, on peut en sortir. C'est pas parce que c'est répétitif depuis des décennies que c'est définitif. La plasticité cérébrale, c'est génial. On peut changer beaucoup de choses et les problèmes de relations toxiques ne sont pas génétiques. Ouais. Moi, j'utilise aussi beaucoup l'hypnose là-dessus. C'est assez intéressant, mais ça demande quand même une conscientisation, toujours en hypnose, hein, une conscientisation en premier de qu'est-ce qui est en train de se passer pour qu'ensuite on puisse l'amener dans l'inconscient et faire les modifications. Donc, très, très intéressant. Ok, dernière question. Comment mettre de la distance quand c'est votre mère qui est toxique ? Je soupçonne qu'elle a un trouble psy, mais elle refuse d'aller se traiter. Je n'en peux plus et en même temps, je n'arrive pas à m'en séparer. Ah ouais, le fameux truc de ça me va pas, ça me convient pas, mais en même temps, grande culpabilité de comment est-ce que je me positionne à ce moment-là. Alors là, évidemment, je manque aussi d'éléments selon les personnes là où ça va être différent. C'est est-ce que du fait de la pathologie, cette maman est toxique, c'est-à-dire qu'elle-même, dans toutes ses relations, il va y avoir quelque chose qui fonctionne pas, ou bien est-ce que c'est la relation qu'elles ont ensemble qui est toxique? Parce que je voudrais quand même juste préciser que c'est pas parce qu'on a une pathologie qu'on est toxique, hein. On peut avoir des pathologies et ne pas être toxique, et on peut ne pas avoir de pathologie et être toxique. Donc là, du coup, je ne sais pas ce qu'il en est. Si on explore les deux trucs, on explore l'aspect, c'est la relation qui est toxique, et en plus de ça, la maman, elle commence à avoir une pathologie. Comment on fait? Alors, si c'est la relation qui est toxique, donc là, je vous invite à aller écouter ce qu'on disait avec Jennifer la semaine dernière sur la différence entre une relation toxique et une personne toxique. Si c'est la relation qui est toxique, alors là, c'est vraiment important que la personne puisse alors soit qu'elles aillent toutes les deux en thérapie, parce qu'on dit thérapie de couple, mais en fait c'est thérapie de deux personnes, hein, donc on peut aller travailler une relation maman-fille en thérapie. Hein. Oui, c'est possible. Donc, je l'ai fait, c'était intéressant. C'est super, c'est super de le dire parce que souvent les gens ils pensent pas, tu vois. On pense pas forcément, mais si, on peut aller travailler ça ensemble. Et du coup, là, on va pouvoir voir la part de chacune dans la relation qui fonctionne pas. Ouais. Une autre option va être que si c'est la relation qui est toxique, je peux faire un atelier en ligne sur les relations toxiques, par exemple, ou bien je peux aller voir un thérapeute ou un coach pour identifier ce qui vient de moi dans cette relation. Qu'est-ce que moi je mets en place dans cette relation toxique qui fait que ça fonctionne pas très bien. Et je le redis par rapport à ce que je disais la dernière fois, ça, on fait ça à un âge où le cerveau est terminé de construire pour qu'on soit sur une symétrie. Hein. Parce que si la personne en question elle a moins de 25 ans, le cerveau n'est pas terminé de construire et donc on est dans une asymétrie. Et là, je dirais plutôt l'option d'aller en thérapie ensemble parce que c'est pas tout à fait, on n'a pas les mêmes capacités cérébrales. Si c'est une option pour l'autre personne, j'aimerais rajouter aussi l'aspect qu'on a toujours le droit à un moment donné de dire basta, non, j'en peux plus. Ça, c'était l'autre option, effectivement, que j'allais amener, c'est peut-être qu'on peut aller en thérapie ou en coaching, travailler ma capacité à me séparer. Qu'est-ce qui fait que, alors que cette relation ne me convient pas, qu'est-ce qui fait que je reste? Voilà. Et quelles sont les émotions? Parce qu'à la fin, en fait, on arrive souvent à nouveau sur l'aspect émotionnel de la sensation que ça crée, de l'impuissance, de la culpabilité, de l'impression de rompre avec une espèce de contrat de famille. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette culpabilité de non, je ne peux pas abandonner. Il y a ça aussi qui vient souvent. Je ne peux pas abandonner quelqu'un, combien même ils me font mal. Et puis en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que vous rentrez après dans j'appelle ça la danse de la mort. Hein. C'est à un moment donné, ils sont pris dans des spirales et puis ça peut aller loin. Donc il y a toujours moyen ça c'est aussi quelque chose que je travaille pas mal en hypnose, puis en coaching aussi, de garder une forme de connexion, de relation, tout en ayant une distance émotionnelle. Souvent pour les personnes qui sont en relation avec des personnes qui sont en train de
de vivre quelque chose de particulier. Et puis, j'aimerais rajouter aussi, si vous avez un membre de votre famille ou quelqu'un de proche qui est en train de vivre quelque chose, où il y a une maladie qui se présente et puis que vous avez envie d'être là, d'être présent, mais vous ne savez pas non plus comment le faire, qu'est-ce qui est bien ou pas, allez poser allez faire peut-être quelques séances de consultation parce que vous aussi, vous avez besoin de soutien. Je veux dire, c'est quelque chose il n'y a pas d'attente à ce que vous soyez capable tout d'un coup gérer ça tout de suite, nickel, chrome. Oui, parce qu'il y a plein de choses dans des livres qui sont très intéressantes d'ailleurs, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. C'est-à-dire que dans le livre, il y a des choses qui sont théoriques puisque c'est écrit, mais il n'y a pas de travail déjà qui est personnalisé. Et puis parfois, c'est pas un travail intellectuel pour comprendre des choses, mais on a besoin de gérer des choses de réguler des choses sur le plan émotionnel. Et ça, seul, c'est très difficile. Enfin, c'est vraiment très difficile. Donc, vraiment, quand on souffre dans une relation, moi, je dis, ne restez pas seul avec ça. Si c'est possible, trouvez un thérapeute, un professionnel, et à minima, entourez-vous de personnes qui ont de l'écoute, qui ont de l'empathie. Mais c'est très important de ne pas rester seul avec ça parce que sortir seul d'une relation dont on n'arrive pas à sortir, c'est très difficile. Ou c'est à grand coup. À un moment donné, comme tu as très bien dit, on fait une thérapie parce qu'on est tellement au point où il n'y a plus que cette option. Je trouve toujours dommage, et parfois c'est juste le passage par lequel on doit passer, mais que les moments, les déclencheurs qui ont fait que ok, maintenant je pars, c'est à grand coup. C'est que ça s'en est arrivé au point où c'est intolérable. C'est ça. Mais à la rigueur, dans certaines situations, j'ai envie de dire heureusement qu'à un moment donné, ça devient intolérable parce que malheureusement, parfois, pour certaines personnes, le seuil de l'intolérable il est tellement haut qu'en fait, c'est le moment où elles vont tomber malades physiquement, psychologiquement, ou même se retrouver au tribunal accusées de tas de trucs ou dans des choses, dans des choses dramatiques. Oui. Donc, le problème, c'est que malheureusement, selon la manière dont on s'est construit, on peut avoir un seuil de l'intolérable qui est beaucoup trop haut. Et c'est là qu'on disait, nous, la dernière fois, c'est important aussi que la personne à l'extérieur dise « Attends, mais là, ce que tu es en train de supporter, c'est pas normal, quoi. » Ouais. On a un seuil de tolérance de l'intolérable qui est extrême. Ouais. Voilà. Bon, avec ça, je crois qu'on a fait le tour. Merci infiniment, Catherine, pour tes réponses, tes éclairages, tout ça, c'est génial. Merci à toi aussi pour tes partages, parce que c'est vraiment intéressant de voir qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais oui, puis on fait presque le même métier, mais pas vraiment, mais on se rejoint, donc c'est super. Et puis c'est cool de voir qu'il y a des choses qui se rejoignent, puis il y a plein de directions, et puis surtout, j'ai envie de finir avec ce message. Offrez-vous le cadeau de, si vous entrez dans ce cheminement intérieur de découverte de soi, de compréhension de soi, offrez-vous le cadeau d'être avec des personnes avec qui vous raisonnez, que votre coach, psy, thérapeute, etc. C'est tellement important de se sentir bien avec la personne avec qui on fait ce chemin et que voilà. On vous fait des gros bisous. Je mets toutes les informations pour prendre contact avec Catherine, pour la suivre aussi sur Instagram. Allez la suivre sur son compte. Il est juste extra. C'est génial. Et puis voilà, on fait des gros bisous. Et puis, prenez super soin de vous. Il n'y a que vous qui puissiez le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul non plus. Je trouve que c'est une très belle conclusion.